Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous inspirant. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour cette toute première édition et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée en compagnie de ma collègue Anne Ferré, conseillère aux jeunes et futurs diplômés. Bonsoir Anne. Bonsoir Jérémy, bonsoir à vous tous. Je me présente, je m'appelle Anne Ferré. Je suis votre conseillère pour les futurs et les jeunes diplômés pour l'Université de Montréal. Je serai ce soir votre animatrice pour cette conférence et avec moi, j'ai le plaisir de vous présenter notre panel de conférenciers. Dr Sandra Verdon, Dr Glenn Owa, Dr Dudette Vu et Dr Lucie Papineau. À tous, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de commencer, j'aimerais rappeler aux participants qu'ils peuvent en tout temps poser leurs questions à notre panel d'experts via le bouton questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Lors de la deuxième partie de cette soirée, nos panélistes répondront à vos questions. Commençons tout de suite la soirée avec une présentation de chacun de nos panélistes. Bonsoir, Dr Verdon, et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup. Dr Verdon, je vais vous présenter. Vous êtes dentiste généraliste, gradué de l'Université de Montréal en 2010. Vous êtes actuellement administratrice sur le CA de l'ODQ. En 2019, vous lancez une clinique dentaire mobile de soins spécialisés pour les personnes âgées et pour les personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou neurodéveloppemental. Docteur Verdon, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur votre parcours depuis votre graduation jusqu'au lancement de votre clinique dentaire mobile? Certainement. Merci beaucoup, Anne, pour cette introduction. Comme un certain nombre de dentistes qui viennent graduer, j'étais un petit peu perdue dans ce nouveau monde qui était le marché du travail. Je ne savais pas trop, dans le fond, dans quel type de pratique là, que je me voyais évoluer. J'ai donc enchaîné les congés de maternité à travers mes propres congés de maternité. Donc, suite à la naissance de mon troisième bébé, il y a une amie qui m'a demandé de faire son congé de maternité dans une clinique dentaire de Laval. Et elle, à travers ses activités conventionnelles de dentiste, elle a toujours eu une certaine mission communautaire. Donc, c'est un peu à travers cette clinique-là que j'ai eu le coup de foudre là, pour les pratiques dentaires plus communautaires. Puis à travers cette pratique-là, il y avait un chirurgien buccal et maxillofacial qui, dans le fond, on a parti un genre de projet qui visait à offrir des soins pour les patients qui avaient des pertes cognitives. Donc, souvent, c'est des patients qui avaient besoin d'une certaine sédation pour l'acceptation des traitements. Puis, dans le fond, j'ai rencontré beaucoup de familles. Les familles de ces patients-là, ils m'expliquaient comment c'était compliqué. C'est très, très compliqué là, de pouvoir aller chez le dentiste. Puis, dans le fond, on peut penser, exemple, là, tout ce qui est la gestion du transport adapté, la gestion des médicaments. Souvent, c'est des patients qui avaient des incontinences. Donc, pour eux, là, aller chez le dentiste, là, c'était super compliqué. Donc, j'aurais demandé qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour alléger là, les rendez-vous chez le dentiste. Puis tous là, m'ont vraiment dit que si le dentiste pouvait venir à eux, au lieu qu'eux viennent chez exactement, ça serait l'idéal. Fait que de fil en aiguille, je me suis informée, puis j'ai regardé ça, puis je suis venue à créer une clinique dentaire mobile pour pouvoir aller justement là, chez les patients à domicile là, pour leur offrir des soins dentaires. Mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce que votre clinique mobile dentaire est une roulotte qui se déplace pour aller jusqu'à là-bas? Le patient sort de chez lui puis rentre dans votre clinique mobile? À vrai dire, juste ça pour eux, là, juste sortir du domicile pour aller dans une roulotte, c'est une montagne, c'est difficile. La majorité de mes patients ne sont même pas capables de se déplacer. Souvent, ils sont soit en fauteuil roulant ou soit complètement alités là, au lit. Donc vous vous déplacez à l'intérieur de la maison? Exactement. Donc, moi, j'ai mes valises, mon compresseur et je vais traiter directement dans les maisons des patients. Oh, wow, génial. Donc, vous transportez tout votre matériel. Est-ce que la qualité est moindre parce que vous devez vous déplacer dans les maisons puis que vous n'avez pas peut-être tout le matériel nécessaire ou non? On va dire au niveau qualité, moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi.
C'est pas parce qu'un patient vit une situation d'handicap ou parce qu'un patient il y a des pertes cognitives ou quoi que ce soit qui méritent des soins qui sont de moins bonne qualité. C'est certain que je peux pas offrir tous les traitements dentaires. Hein. On s'en convient. Une chirurgie complexe, un traitement de canal, c'est très difficile à domicile, mais tout ce qui est traitement de base, là, on peut penser extraction, traitement des caries, soins d'hygiène qui est très, très important. Là, c'est toutes des choses qu'on peut faire à domicile. Et comment vous vous êtes fait connaître? Comment les gens ou les personnes vulnérables savent que vous existez, qu'ils peuvent vous contacter, que vous vous déplacez sur place pour faire les soins? À vrai dire, j'ai un petit site web, mais c'est vraiment de bouche à oreille. Là, les familles communiquent entre eux. Le numéro de téléphone de la clinique et je suis quand même fière de dire là, qu'en 2020, j'ai réussi à aider 200 patients à recevoir des soins à domicile. Wow, bravo. Merci beaucoup, Dr Hernon. On n'a pas beaucoup de temps pour les présentations, mais vous aurez toujours un moment de questions. Si le public a des questions, n'oubliez pas que vous pouvez participer et écrire vos questions dans la section questions et réponses, et puis on pourra approfondir sûrement certaines questions. Je vais me tourner maintenant vers le Dr Glenn Oha. Bonsoir, Dr Oha. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Bonsoir. Je vais vous présenter aussi. Vous êtes donc diplômé de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal depuis 2007. Suite à votre diplomation, vous êtes parti faire une résidence, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Oui, c'était très intéressant. C'était dans l'État de New York, à Albany. Et c'était un AEGD, celui qu'on fait en bureau privé. Est-ce que c'était une expérience que vous considérez intéressante et profitable pour votre domaine d'expertise par la suite? Oui, si on a la chance de le faire, c'est bon de le faire. Oui, peut-être on fait pas beaucoup d'argent, mais au moins quand on fait cette année-là, on peut découvrir c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on est bon, c'est quoi qu'on n'est pas bon. C'est comme un guide pour les futures années d'après. Donc, en fin de compte, on passe à travers différentes pratiques dans notre métier de dentiste, et puis ça nous permet, en revenant, de savoir là où on va être le meilleur et ce qu'on préfère faire. C'est comme un stage sur un an, on pourrait dire? Oui, c'est par année. Puis il faut que je rajoute aussi que quand on vient de graduer, les dentistes qu'on rencontre, avec qui on travaille, les dentistes d'expérience, ils vont vraiment nous aider à voir c'est quoi la suite des choses. Fait que si on rencontre des bons dentistes, on est sur le bon chemin. Si on rencontre des dentistes plus aventureux, ça se peut qu'on devienne plus aventureux. Fait que durant cette année-là, c'est sécuritaire de faire une résidence. Merci. En 2013, vous décidez de vous impliquer comme dentiste militaire réserviste pour les forces de l'armée canadienne. J'ai envie de dire pourquoi. Oui. Donc, 2013, quelques années après la graduation, en fait, moi, je suis né au Canada, fait que je vais à l'école, je gradue, je fais ce que j'ai à faire, je me pose pas trop de questions. Puis là, à un moment donné, vous voyez que je suis pas blanc québécois. À un moment donné, je me pose d'où je viens. Puis à un moment donné, on fait un projet où est-ce qu'on essaie de lever des fonds pour un musée pour les réfugiés de la mer. Puis ce que ça m'a amené à réaliser, c'est que oui, nous on vient d'un contexte de guerre, mais il y avait aussi ce pays, le Canada, cette province, le Québec, qui nous ont accueillis. Puis quand j'ai réalisé à quel point ce pays d'accueil, cette terre d'accueil a aidé la génération de mes parents, j'ai senti que j'avais une dette envers notre pays. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de m'enrôler avec les forces armées canadiennes. Quand j'ai appliqué, je ne savais pas dans quel domaine ils allaient me mettre, mais en fin de compte, ils ont décidé de me garder dans le domaine dentaire pour officier dentaire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'on dise aussi à notre public, c'est que vous avez une clinique que vous partagez avec votre épouse et puis une autre dentiste invitée. Vous avez aussi des enfants. Et puis là, vous êtes aussi dentiste militaire réserviste. Est-ce que ça occupe beaucoup de votre temps, un petit peu? Ils vous appellent? Comment ça se passe en fait? Donc, quand on est réserviste, on peut donner le temps qu'on a de disponible. Okay. Mais si on veut faire un bon travail, ça fait tous les mardis soirs à notre unité. Okay. Puis parfois, il y a des exercices la fin de semaine.
Puis parfois, on nous envoie aussi dans la clinique dentaire militaire de la force régulière aussi. Fait que quand on est réserviste, l'affaire avec dentiste réserviste, c'est pas comme dentiste de la force régulière. Force régulière, on est dans une base, on traite les militaires. Tandis que les réservistes, ils ont leur propre assurance dentaire, ils peuvent aller voir qui ils veulent au privé. Fait que là où je suis pas comme dentiste réserviste, je ne traite pas des patients à mon unité. Je supporte l'unité c'est des ambulanciers, puis on appelle ça des medics au niveau des militaires. Puis j'aide à planifier leur exercice. Fait que c'est pas juste dentaire, il y a beaucoup de leadership, beaucoup de moments où on est hors de notre zone de confort. Puis c'est quelque chose qui aide à la fin à nous rendre de bons dentistes au bureau privé après aussi. Merci. En 2017, vous recevez la médaille de l'Ordre de mérite de la ville de Brossard pour votre projet Bono 52, qui vise à offrir des soins dentaires de base gratuitement à des personnes vulnérables, notamment des vétérans devenus sans-abri. Bravo, félicitations. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de votre projet Pro Bono et d'où vous êtes venu l'idée de faire un projet Pro Bono? À un moment donné, il y avait un déjeuner dans un réseau d'affaires. Puis c'est le genre de déjeuner où chaque personne avait 1 minute pour faire un elevator pitch. C'est-à-dire, on résume qui on est, qu'est-ce qu'on a à offrir, c'est quoi notre business. Puis quand je me suis levé, la première chose qui m'est venue par la tête, c'est que s'il me restait juste 1 minute à vivre, c'est quoi que j'aimerais accomplir en tant que dentiste? Je n'ai pas parlé des services que j'offrais, j'ai juste décidé sur le coup, devant tous ces gens d'affaires, que à partir de maintenant, je me lance un défi. J'essaie de voir 52 personnes par année, donc à peu près 1 personne par semaine. Des gens qui sont exceptionnellement généreux dans leur vie, mais malchanceux financièrement. Puis cette personne-là ne peut pas se référer elle-même, il faut qu'elle soit référée par quelqu'un d'autre. Puis entre autres, je voulais aider ces vétérans. Fait que, il y a beaucoup de vétérans qui sont pris en charge, puis ils arrivent à s'adapter quand ils reviennent. Mais il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à s'adapter, puis parfois ils n'arrivent pas à garder un emploi. Fait que moi, ça me touchait, ça me troublait énormément que des gens servent leur pays pour protéger leur pays. Puis quand ils reviennent ici, ils sont sans abri. Fait que j'ai essayé de rendre ça accessible à ces gens qui ont beaucoup donné au pays. Juste faire ma petite partie pour les aider. Ouais. Merci, bravo. Je me tourne maintenant vers le docteur Dudat Vu. Bonsoir, docteur Vu. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, nous sommes très heureux de vous avoir. Docteur Vu, vous êtes diplômé de dentisterie pédiatrique depuis 2000. Vous êtes professeur agrégé au programme de 2e cycle en dentisterie pédiatrique. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de cette spécialité? Je sais que tous les étudiants ne se tournent pas forcément vers cette spécialité, mais je suis sûre qu'il y a de beaux projets, avantages à être dentiste pédiatrique. Ouais, la dentiste pédiatrique, c'est une très belle spécialité. Ce n'est pas une spécialité qui, au Québec, est très populaire pour une et simple raison, parce qu'on a un système de la RAMQ. Donc, c'est sûr et certain qu'on rentre en médecine dentaire, beaucoup de dentistes rentrent. C'est sûr qu'on veut aider le monde, cette affaire-là, mais c'est aussi une business comme mes autres collègues ont parlé. Donc, il faut que ça soit rentable. Donc, si tu travailles avec la RAMQ, c'est pas quelque chose qui est plus rentable. Donc, je fais toujours la blague. Au Québec, si tu fais la dentiste pédiatrique, tu fais déjà de l'aide humanitaire. Mais sauf que la dentiste pédiatrique, moi, je trouve toujours c'est la spécialité la plus importante. Je sais que je me lance dans quelque chose qui peut frustrer quelques personnes, mais je pense pour ma spécialité, c'est une très belle spécialité. C'est la base de toute la dentisterie. Donc, ça commence par la prévention, ça commence par les enfants. Si la prévention est bien donnée, si c'est bien fait, c'est sûr, certains de mes collègues, je suis sûr qu'ils vont comprendre ça, vont approuver aussi, c'est que les enfants, si j'ai même un patient autiste ou un patient qui a des problèmes médicaux, si on les voit jeunes, ils vont s'habituer. S'ils s'habituent quand ils deviennent adultes, c'est quelque chose qui est très simple pour mes dentistes généralistes plus tard aussi. Les traitements deviennent plus simples aussi. Donc, les patients sont déjà éduqués, ils ont une IQ plus grande. Donc, c'est la beauté de la dentiste pédiatrique. On fait beaucoup de prévention. On prévient beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes de caries, des problèmes médicaux, que ce soit des problèmes d'orthodontie aussi. Et puis aussi, les traumas, les enfants, c'est sûr, certains dès qu'ils commencent à marcher, ils vont se planter en bon québécois. Puis s'ils se plantent, ben, les dents, si tu sais comment les traiter à l'âge qu'il faut les traiter, on prévient beaucoup de problèmes, que ce soit le traitement de canal, que ce soit enlever des dents, des implants. Donc, c'est beaucoup la prévention. La dentiste pédiatrique, c'est une très belle spécialité, puis c'est la base de toute la dentisterie. Donc, si c'est bien fait,
Puis je dis toujours aussi à mes étudiants et mes résidents, si tu peux traiter un enfant difficile, tu peux traiter n'importe qui. Tout à Puis fait. la blague que je fais avec mes étudiants, c'est prouve-moi que tu es plus intelligent qu'un enfant de 3 ans. Les enfants sont très smart présentement, donc ils vont t'avoir. Donc, si tu arrives à traiter un enfant, tu peux traiter n'importe qui. C'est sûr, certain que tu n'as pas de trick de Jedi Mind, puis tu peux dire comme check, je vais te. Non, ça marche pas comme ça, mais c'est sûr, certain avec les enfants, c'est juste des. C'est aussi une passion. Il faut t'aimer les enfants. C'est sûr, certain que j'ai des collègues qui détestent les enfants. C'est normal, tu peux pas rentrer là-dedans. Non, Mais c'est sûr. si tu aimes les enfants, puis si tu veux vraiment donner quelque chose, la prévention, je peux pas répéter assez souvent, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça qu'aux États-Unis, puis partout au Canada, la dentiste pédiatrique, c'est la spécialité la plus en demande, la plus payante, tout ça. C'est juste qu'au Québec, on a un système plus différent. Puis je suis pas ici pour parler de ce système-là de toute Non. façon. Juste entendre votre passion pour la dentisterie pédiatrique. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on vous a ce soir, c'est aussi pour parler de vos voyages bénévoles et humanitaires. En fait, vous avez entrepris 4 voyages au cours des dernières années, 2 fois aux Philippines avec Dentistes sans frontières et 2 fois avec Kindness in Action, dont une fois au Nicaragua et une fois au Cambodge. Vous faites beaucoup de voyages en fait bénévoles, humanitaires. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus? Je sais que vous avez aussi un programme au sein de l'Université de Montréal pour ces voyages humanitaires. J'aimerais juste savoir comment ça se passe pour être un peu plus dans les détails de ces voyages. Donc, c'est sûr, certain que les voyages humanitaires existent depuis très longtemps. En fait, excusez-moi, je vous coupe, ouais. Mais je veux bien que vous me disiez aussi la raison pour laquelle vous avez décidé de faire des voyages humanitaires. Oui. Donc, c'est ça. Justement, dans le programme, quand je suis rentré en 2012 pour revamper je sais pas si ça se dit en français, le programme, c'est sûr, ça fait encore une fois, le système de la RAMQ au Québec fait que les enfants, tous les traitements dentaires chez les enfants en bas de 10 ans, c'est gratuit. Donc, pour que les étudiants traitent des enfants qui sont à la faculté ou quoi que ce soit, c'est très difficile. Je vais juste poser la question la plus simple. Est-ce que vous avez, les étudiants n'écoutez pas ça, mais est-ce que vous allez amener votre enfant voir un étudiant qui sait pas très comment ça marche cette turbine ou ça va voir un spécialiste, puis c'est gratuit, parce que c'est gratuit. Donc, c'est pour ça que l'accès au traitement dans les facultés dentaires, c'est pas si grand que ça en dentiste pédiatrique. Donc, ça, c'est une des raisons aussi que quand je me suis dit, ben, si on s'en va dans des pays qui ont des besoins, on peut vraiment les traiter. Puis on a aussi le problème aussi de la politique, tout ce qui est bureaucratie au Québec. Donc, je me suis dit, ben, une pierre deux coups, on s'en va dans un pays qui a des besoins. Les étudiants peuvent apprendre beaucoup. Puis aussi développer comment on dit ça, le raisonnement. Tu sais, comme tu es dans un pays sous-développé, t'as pas tous les équipements qu'il faut, mais il faut que tu fasses, comme Sandra disait, des traitements de qualité. Je veux que mes étudiants soient capables de penser outside the box. Puis en même temps, les voyages humanitaires, c'est pour redonner à la société ce qu'on a. Moi, la raison pourquoi je suis allé, c'est que j'ai gradué de l'Université de Laval. J'ai travaillé à l'Université McGill pendant 10-12 années. Après ça, comme l'Université de Montréal est venu me recruter. Donc, j'ai pris un petit temps off pour aller visiter mon pays natal, qui est le Vietnam, que j'ai jamais visité dans le temps. Puis quand j'étais là-bas, j'ai réalisé que on est bien au Québec, sauf qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'aide. Quand la seule chose que tu as, c'est juste une petite tente, une petite cabane avec des palmiers, puis la seule chose que tu peux manger, c'est qu'est-ce que tu peux recueillir sur l'arbre ou quel animal que tu peux comme chasser pour manger. Donc, c'est triste en voyant ça, d'où je venais, puis dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. Moi, je me suis dit, quand je vais retourner au Québec, il faudrait que j'invite mes résidents, puis inculquer ces sentiments-là de comme redonner à la société. Je veux dire, je vis bien, je fais des blagues sur la RAMQ que je suis pas bien payé comparé aux autres dentistes. C'est pas juste ça dans la vie, l'argent, c'est juste pour redonner. Il y a du monde qui ont besoin, puis on a tout ce qu'on peut faire pour les aider aussi. Là. Ça, c'est la raison pourquoi j'ai commencé le programme. Puis aussi à cause de la bureaucratie, de la politique dans certaines universités, certaines institutions. C'est ça, les étudiants sont considérés comme des cheap labor. Donc, si j'ai ça pour faire des missions humanitaires, des fois, certaines institutions n'aiment pas ça. Donc, j'ai inséré un cours qui est optionnel. Donc, si les étudiants sont intéressés, je peux pas forcer n'importe quel étudiant à y aller. Parce que pas tous les étudiants aiment aller dans un autre pays. C'est comme l'avion, des fois, certaines personnes vont faire. Donc, oui, donc, c'est une cours option, mais c'est juste pour ouvrir l'esprit des étudiants de redonner à la société. C'est comme ça que j'ai parti ce programme-là.
Merci beaucoup. C'est un très, très beau projet. Ça fait plaisir. Je vais maintenant me tourner vers le docteur Lucie Papineau. Bonsoir, docteur Papineau. Merci d'être avec nous ce soir. Docteur Papineau, vous êtes dans le Grand Nord, on peut dire, ou... Oui. Je pense que je suis considérée comme étant dans le Grand Nord. Bon. Docteur Papineau, vous êtes diplômé de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal en 1991 et vous acceptez un poste de dentiste permanent au conseil CRI de la santé et des services sociaux de la baie James pour la communauté. Oula, déjà la dernière fois j'avais eu du mal à le dire. Ouais, voilà, exactement, merci. En 1999, vous êtes élue à la présidence du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et représentante au conseil d'administration du Conseil CRI de la santé de la baie James. En 2008, jusqu'à de nos jours, docteur, vous occupez le poste de chef de département dentaire qui consiste à coordonner tous les aspects relatifs à l'accessibilité et à la qualité des soins dentaires pour l'ensemble des 9 communautés autochtones des terres CRI. Vous êtes où actuellement? Actuellement, je travaille dans la communauté de Ujibugamo, qui est une communauté qui se situe entre la ville de Chapet et la ville de Chipougamau. Donc, c'est là qui est la clinique où je suis située. Est-ce que vous voulez nous parler de votre parcours qui est très atypique? Oui, on peut dire ça, mais disons que c'est pas été un choix au départ qui allait, disons, je savais pas que j'allais rester aussi longtemps parce que, faut le dire, en 1991, j'ai gradué, mais mon premier emploi, je l'occupe toujours aujourd'hui. Donc, va faire bientôt 30 ans que je travaille au Conseil CRI. Donc, c'est clair que quand on sort de l'école, un peu comme Dr Verdon tout à l'heure, je ne savais pas trop, j'avais pas d'autres dentistes de référence pour savoir si je voulais aller en bureau privé. Même, je dirais que ça me faisait un peu peur. Donc, le hasard a fait qu'à l'époque, l'avocat de la CDQ m'avait abordé en me disant, tu sais, il cherche des dentistes dans le Grand Nord, ça ne t'intéressait pas. Moi, je n'avais pas de clinique où j'avais déjà identifié que je voulais aller travailler. Je ne savais pas trop. Je me suis dit, ben pourquoi pas? C'est le temps de faire une aventure comme celle-là en finissant l'école. Donc, j'ai envoyé mon CV, ils m'ont appelé et ils m'ont donné un emploi, chose qui m'a vraiment surprise parce que je ne pensais jamais qu'elle allait prendre une jeune dentiste sans expérience. Alors, mon papa est venu me reconduire à Waswaniki et puis sur le départ, je pleurais et je disais, si dans un mois, je m'ennuie trop, je m'en vais à la maison. Et puis 30 ans plus tard, me voilà toujours dans la communauté CRI. En fait, ce qui m'a interpellée, je pense, principalement, c'est surtout toute la relation, parce qu'il faut dire que je vivais dans la communauté autochtone, j'y ai vécu pendant presque une quinzaine d'années. Wow. Et quand on vit dans un milieu d'une culture différente, on est imprégné de la vie des gens. Les patients, et c'est là que la magie s'opère. Je pense que pour moi, c'est vraiment ça qui m'a interpellée. Je dirais aussi du fait que très tôt dans ma carrière, à un moment donné, j'ai entendu un commentaire qui est venu me chercher, puis je me suis dit, moi, je vais leur montrer le contraire. J'avais entendu 2 personnes parler dans un resto qui faisaient référence au fait que les dentistes qui venaient au Nord comme ça, c'était probablement pas des bons dentistes parce qu'ils s'en allaient plus loin. Et moi, je m'étais promis que j'allais leur montrer le contraire, que j'étais convaincue que ce n'était pas du tout le cas. Et c'est ça. Je me suis pris d'amour pour la communauté. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez dû vous prendre d'amour pour la communauté pour que 30 ans après, vous y soyez encore. Tout à fait. C'est vraiment une relation d'amour avec une communauté, avec une culture.
mais aussi avec toutes les possibilités. Parce qu'il faut dire qu'en 1991, quand je suis arrivée, ça n'avait pas le portrait que ça a aujourd'hui. Il y a eu tellement d'évolutions en 30 ans. Il me semblait à cette époque-là que tout était à faire. Je pense que c'est ça aussi qui est mon petit côté aventurière. J'aime toujours avoir des projets. Donc, tu sais, il me semblait que j'ai vraiment eu le sentiment que j'étais utile, que j'apportais quelque chose d'important et de nécessaire. C'est toujours le même sentiment qui vous habite, d'être utile? Toujours, toujours. Et ça fait 30 ans, je veux dire, comme dentiste, simplement une dentiste clinicienne, j'avais toujours l'impression que je pouvais améliorer des choses. Comme chef de département, je le fais maintenant pour les 9 communautés, mais c'est toujours l'objectif ultime, c'est-à-dire d'amener le même niveau de qualité de soins. C'est ce que j'allais vous demander. Vous m'avez, mais je préparais ma question pour vous la poser parce qu'on entend que dans le Grand Nord, la qualité des soins n'est pas à la hauteur. Là, je pense que vous voulez rétablir une vérité. Ah, écoutez, il y a des cliniques au nord qui n'ont absolument rien à envier à des cliniques au sud. Le sud, pour nous, quand on parle, c'est les gens de Montréal ou de Québec, des grandes villes. Non, nos cliniques sont très, très bien équipées. Et les dentistes, j'en fais un point d'honneur compétent de qualité. Mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est très important. D'ailleurs, il y a plusieurs dentistes qui ont fait un passage au Nord qui sont maintenant aujourd'hui de grands spécialistes. Donc, ça me fait plaisir de le dire. Mais on a aussi des spécialistes de toutes les spécialités qui viennent au Nord donner des soins. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Et je pense que la pratique de la dentisterie au Nord, c'est une pratique extrêmement enrichissante à tous les points de vue. Ah, je comprends. Merci beaucoup, Dr Papineau. On aurait pu tous vous écouter beaucoup plus longuement, mais malheureusement, comme on veut donner aussi la chance aux participants de vous poser des questions, je vais arrêter là la présentation de vos parcours. Je vais quand même… Est-ce que Jérémy, c'est bon? Oui, je fais la première question. Je lance le bal. Ou est-ce que tu voulais… Oui, absolument. On a quelques questions qui nous ont été soumises par nos participants, mais on peut commencer avec la première de ton côté, Anne, puis après, je pourrais vous soumettre celles qui nous ont été transmises. Formidable. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, puisque vous êtes tous partis en affaires, j'aimerais savoir quel serait le bon conseil ou quels seraient les pièges à éviter quand on part en affaires. Parce qu'on est très enthousiaste, surtout quand on est jeune, on est encore plus enthousiaste. On n'a jamais vraiment eu beaucoup d'erreurs ou de pièges qui nous sont tombés dessus. Et à la fin de nos études, quand on se lance en affaires, ou dans les premières années quand on s'est lancé en affaires, il y a sûrement des pièges à éviter dont vous pourriez nous donner des petits conseils. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, vas-y. Docteur Roy. C'est parce qu'on se tutoie alors. Oui. Excuse-moi. J'avais gradué en 2007, puis j'ai acheté ma première clinique, ma clinique en 2011. Oui. Et l'erreur que j'ai faite quand j'ai lu l'annonce dans le journal de la CDQ, c'était écrit belle clinique près d'une grande compagnie avec beaucoup de gens assurés. Ça serait un choix facile. Venez acheter là. Là, je suis allé, puis c'est pas parce que la clinique, elle est vendue pas cher et qu'elle est bien située et que tu es un dentiste passionné qui fait attention, ça veut pas dire que ça va marcher. Non. C'est pas parce que tu es bien situé que les gens vont venir. Il faut donc, dans le calcul du budget et dans le calcul d'affaires, il faut prévoir cette enveloppe pour pouvoir survivre au début. Et aussi, il faut pas sous-estimer le marketing. Il faut que le monde sache. Par exemple, si vous venez de graduer, là, je m'adresse aux jeunes diplômés, vous savez dans quoi vous êtes bon, vous savez que vous êtes bon, vous savez que vous aimez ça. Mais si le monde ne savent pas que vous existez là, à cette place-là, mettons sur Google, les gens vont pas venir vous voir. Et c'est pas en restant là et en attendant que les gens vont venir. Il faut quand même être proactif lorsqu'on se lance en affaires. L'argent, il va pas juste pleuvoir. Faire attention à ça. Il faut se faire connaître. Dire qu'on vient d'arriver sur la place. Oui.
Okay. Et puis se dire que quand on commence dans une nouvelle clinique et que c'est la nôtre, que en fin de compte, il y a tellement de dépenses peut-être aussi au début et en attendant que les clients viennent d'une manière régulière, il faut prévoir une enveloppe assez grosse pour suivre les premières semaines ou les premiers mois. Si je résume, c'est ça? Si quelqu'un, je pense, a l'intention d'ouvrir une clinique, c'est bon de garder un peu d'argent dans cette enveloppe. Donc, pas tout de suite acheter la grosse maison, puis les 3 Tesla, puis soyez humble dans vos premiers achats si vous voulez vous diriger vers ça à un moment donné. Il y aller par étapes. Oui, Sandra, vous vouliez… Aussi, qu'est-ce qui est très important, je pense, c'est les meilleurs référencements que tu peux avoir, ça provient toujours de tes propres patients. T'as beau faire la meilleure pub sur Internet, la meilleure pub à la télé, les meilleurs patients qui vont rester, c'est souvent ceux qui ont été référés par tes propres patients. Donc, ceci dit, il ne faut pas tomber dans l'erreur de voir ton patient comme des dents ou voir tes patients comme une bouche. Tes patients, c'est une personne humaine à part entière et c'est important d'établir un lien de confiance entre toi et ton patient. Puis je pense qu'après ça, pas tout va aller tout seul, mais justement, la pratique va grandir, là, je pense, de façon saine, de cette façon-là. Parce que c'est facile quand on a une pratique privée de toujours regarder les chiffres qui sont dans ton compte de banque, mais de tomber là, justement dans le fait que ton patient, c'est une carie et peut-être surtraité, un patient ou peu importe. Donc, toujours revenir à la base de pourquoi on est devenu dentiste, c'est revenir à la base là, des meilleurs traitements possibles là, pour son patient. Oui, avant que je vous passe la parole, j'avais entendu dire dans les chiffres qu'un client satisfait faisait une référence à un autre client. Un client non satisfait allait le dire à 5 autres personnes. Donc, en fait, les clients qui ne sont pas satisfaits le disent beaucoup plus souvent qu'ils ne sont pas satisfaits que de dire qu'ils sont satisfaits. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi à comment on est avec notre clientèle. Docteur Du? Oui. Juste pour ajouter aussi pour les nouveaux gradués, ceux qui vont graduer, c'est connaissez vos limites. Okay? En tant que spécialiste, je vois trop souvent de dentistes qui s'essayent ou qui s'essayent de se comparer. Mon collègue a une Tesla, il a fait comme 3-4 implants la première année qui est sortie. Si tu t'embarques dans les traitements que tu sais pas qu'est-ce que tu fais, tu vas te faire ramasser. Donc, ça, c'est mon conseil que je donne en tant que spécialiste. Lisez pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, je n'aimerais pas quel site, mais tu sais, comme connaissez vos limites, puis s'il faut référer des spécialistes. Référer à quelqu'un qui sait quoi faire, parce que si tu t'embarques dans les traitements impossibles, tu vas peut-être le regretter. C'est juste ça comme des pièges. Puis parfois, on se compare aux autres, mais les autres, des fois, c'est juste… Oui, on vit dans une société de façade Facebook, par moment. Instagram. Exactement. Et on montre ce qu'on a envie de montrer. Hein. C'est ça. Everything's fake. So, be careful. Exactement. Faites attention. Exactement. Est-ce que quelqu'un d'autre, Dr. Owa ou Dr. Papineau, voulait ajouter quelque chose? Oui, Dr. Owa. Je suis d'accord avec Dr. Wu. Quand j'ai parlé de cette conférence, que ça se passait, j'ai eu des collègues qui m'ont écrit et j'ai un bon ami qui m'a dit de transférer ce message aux diplômés. Même si dès la première année, vous faites 200 000 par année, et que toutes les années, vous faites 200 000, ça, c'est juste une illusion. Si vous courez après l'argent, tôt ou tard, ça va venir vous chercher. Plus vous facturez, dans le fond, plus vous êtes responsable des actes que vous avez posés. Puis tôt ou tard, quelque chose va arriver. Fait que le conseil qui lui aimerait qu'on vous passe aussi, c'est allez-y, mollo. Comme Dr. Verdon a dit, si vous prenez votre temps, vous traitez bien votre patient, c'est bon pour vous aussi. C'est pour la manière que vous allez grandir dans votre cœur, c'est bien aussi. Il n'y a pas de mal à pas faire plein d'argent la première année. C'est mieux d'être un bon dentiste puis de bien faire. Comme ça, vous allez bien dormir la nuit puis vous allez avoir une longue carrière que vous allez aimer. Voilà. Oui, tout à fait. Surtout aimer. Ça, il faut de la passion quand même dans son métier pour pouvoir le faire longuement. Docteur Papineau, je pense que vous êtes d'accord.
Oui, mais ce que je pourrais dire, quand on travaille au Nord, la différence majoritairement à comparer à mes collègues ici, c'est que nous, la question monétaire ou d'argent ne rentre jamais dans l'équation parce que quand on travaille au Nord, les services qu'on donne, en fait, moi, je suis rémunérée par la RAMQ un peu comme un médecin. Donc, j'ai un salaire que j'ai un patient, 2 ou 10 patients dans ma journée, j'ai le même salaire. Donc, il n'y a pas de vente de traitement. Le patient ne paie jamais pour ses traitements, ce qui élimine complètement la notion financière de l'équation de donner des services au peuple autochtone, en fait. Donc, pour certains, je sais que moi, c'est bizarrement l'intérêt pour la médecine dentaire. Il y avait le besoin et l'envie d'aider les gens, mais aussi d'être mon propre patron. Ça m'interpellait beaucoup. Et bizarrement, c'est la première chose que j'ai laissé tomber une fois devenue dentiste parce que j'aimais beaucoup la relation de professionnel-patient à l'état pur, si on veut, de ne pas avoir d'interférence ni de ma part, ni de la part du patient dans le fait que, dans le fond, quand je discute d'un traitement avec un patient, c'est seulement la pure volonté du patient d'aller plus ou moins loin qui guide les actes que je vais poser. Donc, c'est ce qui est particulier au Nord. Merci beaucoup. Est-ce que Jérémy, tu aurais une question de nos participants? Alors oui, on a de nombreuses questions qui sont arrivées. On remercie énormément nos participants de leur engagement, qui sont très très contents de ce qu'on peut voir. Il y a de très bons commentaires, donc merci à vous quatre pour vos précieux conseils. La première question s'adresserait à Dr Verdon. Docteur Verdon, est-ce qu'il y a la possibilité de compter sur un véhicule déjà équipé avec une chaise pour permettre de traiter plus de patients durant la journée? Oui, comme je disais, c'est sûr que c'est une très bonne idée d'avoir un véhicule équipé. Par contre, ça ne convient pas à tous les patients, à tous les types de patients que je vois présentement. C'est sûr que si on vient se stationner, exemple, devant une résidence de personnes âgées ou une ressource intermédiaire, oui, on pourrait faire venir plus de patients à ce moment-là au niveau du véhicule. Cependant, si on parle de domicile pur, stationner un véhicule dans le plateau Mont-Royal, je vous mets au défi à moins 40 en tempête de neige, Oui. C'est quelque chose qui est difficile. Ces temps-ci? Ces temps-ci. Puis comme je vous dis, moi, la majorité de mes patients, ils se trouvent dans une incapacité physique de se déplacer. Donc, c'est des gens que souvent sont alités au lit. Donc, juste penser faire le transfert dans un fauteuil, les habiller, mettre les bottes, les sortir à l'extérieur, les lève-personnes, le temps, ça serait encore plus long comme temps. Donc, oui, c'est possible, mais c'est pas pour tous les types de clientèle. En fait, ce serait pour une clientèle qui est assez mobile, mais pas si mobile que ça. En fait, qui pourrait juste sortir de la maison, peut-être pour les personnes âgées ou des personnes comme ça. Oui, ou on peut penser peut-être les déficiences intellectuelles, les troubles neurodéveloppementales. À ce moment-là, oui, ça pourrait être possible, ou même aller vers des communautés autochtones, justement, là, où est-ce qu'ils n'ont peut-être pas de services dentaires à même leur communauté. Je pense, oui, avoir une camionnette équipée ou en région mal desservie, oui, à ce moment-là, on pourrait aller, exemple, dans un stationnement et, oui, voir plusieurs patients à la fois. C'est une option, oui, qui serait bien. Intéressante. Oui, exactement. Merci beaucoup, Dr Verdon. Jérémy, est-ce que... Oui, oui. Une question maintenant pour Dr Vu. Docteur Vu, une question du docteur Esfondiari. À votre avis également, que faudrait-il faire pour améliorer la santé bucco-dentaire des enfants québécois? C'est une question à $1 million. Améliorer ça. C'est par dollar. Ça part avec l'éducation. Donc, c'est sûr, l'éducation de la population, même les médecins, certains médecins ne savent pas trop à quel âge il faut qu'on... Même je vous pose la question à vous autres, à quel âge on devrait voir un enfant chez le dentiste? À vous, à Anne ou à Jérémy, à quel âge vous avez... 3 ans. 3 ans, oui, je dirais 3 à 4 ans. Tout le monde dit 3 à 4 ans, mais normalement, c'est... Première dent. Première dent, première visite. Donc, dès qu'ils ont des dents à l'âge de 1 an.
Donc, ça commence par la prévention. C'est sûr, certains, à un an, le monde va dire qu'est-ce que tu vas faire à un an. Mais beaucoup de choses, je peux expliquer aux parents comment brosser les dents. Ils ne savent pas comment brosser les dents d'un enfant. Non, c'est Le vrai. meilleur moment, c'est comme quand il n'y a pas de dents. Donc, c'est sûr, certain que tu peux prendre des barbouillettes, tu peux flatter des gencives. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Donc, on peut parler de tout ce qui est comme prévention, le fluor, les pâtes à dents, quelles sortes de pâtes à dents qu'on prend. Au Québec, l'eau est pas fluorée, à part de quelques régions, mais l'eau est pas fluorée. Donc, est-ce qu'on utilise des pâtes à dents fluorées ou pas? On peut parler aussi, on appelle ça la guidance anticipée. Donc, on peut parler des traumas, comment prévenir des traumas, comment prévenir la suce, jusqu'à quel âge qu'on garde la suce. Il y a beaucoup de ces questions-là. Donc, ça commence par répondre à Esfandiari. La première chose qu'il faut faire, c'est l'éducation. L'éducation, l'éducation, ça, je peux pas répéter assez souvent, que ce soit la population générale, que ce soit les médecins, tous les travailleurs de la santé, même nos collègues dans la faculté, tout le monde devait savoir comment, c'est comme l'hygiène orale, comment ça fonctionne chez les dentistes. Donc, oui, on a beaucoup de chemin à faire. Je fais la blague avec mes étudiants. Moi, c'est comme, je manquerai pas de travail jusqu'à ma retraite. Ça, je veux dire tout de suite. C'est comme en tant que dentiste pédiatrique. Je manquerai pas de retraite. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont controversées. Le fluor dans l'eau, est-ce que c'est quelque chose? Quand j'étais au Children, je me suis battu pendant des années. Mais tout le monde nous appelait, moi et Dr. Chouette dans le temps, comme des sorciers, des sorcières. On essaie d'empoisonner les enfants, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est la prévention. Mais c'est sûr et certain qu'en 2021, maintenant, tout le monde est un expert. Si vous lisez sur Internet, n'importe qui, des anti-vaccins, anti-ci, anti-ça. Donc, c'est très difficile. Pour répondre une réponse courte, l'éducation. Dr. Sfadiari, l'éducation, ça commence par ça. Et en fait, peut-être aussi que le métier de dentiste pédiatrique est très mal connu. Enfin, je dis ça, oui, c'est ça. Rien, parce que... ben, c'est pas qu'il est mal connu, c'est très connu, c'est pas populaire. C'est sûr, certains, comme on va pas se cacher, je pense que dans les auditeurs, il y a beaucoup d'étudiants comme de médecine dentaire. C'est sûr, certain que tu sais, comme c'est toujours plus glamour, tu fais la chirurgie, tu replaces les faces cassées. L'orthodontie, c'est toujours plus glamorous, la parodontie, tu sais, comme le dentiste pédiatrique, tu traites des petits dents, mais c'est pas ça. Mais si tu regardes le big picture, la dentiste pédiatrique, ceux qui savent pas trop qu'est-ce qu'on fait avec mes raisins, on fait demander, on fait des transplantations, on fait des revascularisations, on fait beaucoup de choses que c'est pour ça que moi, d'ici à la fin de ma carrière, côté que ce soit recherche, côté clinique, que c'est l'ouverture est là. Donc, pour les futurs étudiants, si vous voulez rentrer en dentiste pédiatrique, c'est un domaine qui est pas connu. Donc, c'est la même façon, j'ai aucune compétition. C'est tellement de peu qui graduent. Donc, jusqu'à temps que je prends ma retraite, je vais être bien, là. Donc, je trouve que c'est un aussi beau métier que d'être pédiatre. Oui, c'est la même chose que être pédiatre, mais côté dentaire. Pour les dents. Puis on travaille, c'est ça, puis on travaille en collaboration avec les pédiatres aussi. On fait beaucoup de choses. J'imagine. Tantôt, je parlais que certains médecins ne savent pas à quel âge qu'on faut référer au dentiste, mais on est en train de faire le CPS, le Canadian Society of Pediatrics, avec CPD, cette affaire-là. On est en train de faire des collaborations pour que les médecins puissent faire l'examen dentaire aussi, parce que étant donné qu'il n'y a pas assez de dentistes ou de dentistes pédiatriques dans certaines régions, donc les médecins doivent faire des dépistages pour nous ou les infirmières. Donc, on est en train de travailler en collaboration. Donc, la spécialité dans le dentiste pédiatrique, oui, elle est peu connue, mais il y a tellement de potentiel dans cette spécialité-là. C'est comme je peux toutes les nommer, je peux passer 3 heures à vous parler de ça, mais c'est pas ça non plus. Merci beaucoup, Dr. V. Ça fait plaisir. Jérémy. On a beaucoup de questions, mais pour la prochaine question, ça serait pour Dr. Papineau. Vous êtes un peu, donc là, vous êtes la dentiste qui est la plus éloignée de la grande région de Montréal. Donc, la question qu'on a envie de vous poser, c'est selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de s'installer en région? Premièrement, il faut peut-être faire une nuance entre région et Grand Nord. Puis encore une fois, je considère que le Grand Nord, peut-être, quand on sait qu'il y a presque l'équivalent de la France au-dessus de où je me situe dans le Québec, c'est Grand le Québec. Disons que je considère que je ne suis pas si dans le Nord que ça. Mais pour situer les gens, je suis à 8 heures de voiture de la région de Montréal. Mais il y a autant de distance, sinon plus, pour se rendre à Salouit ou à Coudjouac, où là aussi, il y a des dentistes qui sont dits du Grand Nord. Mais les avantages, je trouve, principalement, c'est le fait de justement ne pas avoir disons qu'avec la COVID, là, toute la crise qu'on vient de vivre, je plaignais beaucoup les collègues dentistes propriétaires parce que la charge financière de soutenir une clinique qui est fermée pendant des mois, ça devait être un stress incroyable. Moi, je n'ai pas eu
cette charge financière. Je n'ai pas cette charge financière-là. Donc, je pense que comme jeune étudiant, parfois, quand on est un peu incertain de la voie qu'on veut suivre ou parfois on veut pratiquer 1 an ou 2, par exemple, avant de faire le tremplin vers une spécialité, souvent la pratique au nord, sans avoir à s'investir ou à faire une journée dans une clinique, 2 jours dans une autre, parce que je pense que c'est un peu ça la réalité des jeunes dentistes, ça devient une alternative qui est très intéressante. Donc, ça, c'est un des avantages de ne pas avoir de charge financière, mais aussi, on n'a pas de pression de vente ou de produire, parce que, bon, on ne se le cachera pas, comme Dr. Vu a dit tout à l'heure, la pratique de dentisterie, c'est aussi une business. Donc, il faut que ça produise, il faut voir des patients, il faut payer tous les frais parce que c'est très, très dispendieux de faire fonctionner une clinique dentaire. Donc, ici, on n'a pas ce stress-là. Puis je pense que quand on est un jeune étudiant, d'avoir ce stress-là en moins pour pouvoir vraiment s'accaparer toutes les connaissances qu'on vient d'acquérir et de les mettre en pratique, je pense que c'est aussi un très bel avantage. Maintenant, l'inconvénient, c'est certain que si on aime le Starbucks à tous les jours, le cinéma et les grandes pièces de théâtre, il faut être un amant de la nature. Il ne faut pas avoir peur peut-être de se retrouver seul, d'être bien avec soi-même. Oui, je pense que ça, pour certains, c'est des avantages, pour d'autres, c'est des inconvénients. Tout à fait. Et il ne faut pas non plus, je dirais, sous-estimer le choc culturel. Parce que j'en ai. Je pense qu'il doit être immense, hein? Ben oui, parce que j'ai vu au fil des années, puis je vais vous dire, le choc culturel, ça n'a rien à voir avec l'expérience. Il y a des dentistes de grandes expériences qui ne sont pas capables de vivre la réalité qu'on vit ici. Et parfois, je pense qu'on s'imagine que vous l'avez un peu facile au nord, vous n'avez pas le stress du bureau privé. On a d'autres difficultés. Tout à fait. Donc, voilà. Ah, tout à fait. Merci beaucoup, Dr. Papineau. Merci. Jérémy. J'aime bien dire Jérémy. Alors maintenant, nous aurions une question pour Dr. Vu, une question qui nous a été soumise par M. Rivard. Donc je m'adresse en son nom, qui dois-je contacter pour rejoindre des groupes d'aide humanitaire tels Médecins sans frontières? Comment fonctionne le processus d'admission s'il y en a pour rejoindre de tels groupes? Oui, pour répondre à la question, il y a beaucoup de groupes. On a mentionné Dentistes sans frontières, Kindness in Action, c'est 2 que je travaille avec pour mes 4 dernières missions. C'est sûr qu'il y a certains, il y a beaucoup d'autres organismes. C'est à vous de voir, viser qu'est-ce qu'ils ont sur leur site web. C'est qui parle. Il faut leur parler, il faut leur demander des questions parce que moi, j'étais chanceux. La première mission que j'ai faite, c'est avec Dentistes sans frontières, mais aussi avec Dr. Claire Deschamps, qui est clinicienne à la faculté de l'Université de Montréal. Elle a fait plusieurs missions avant moi, donc elle m'a guidé un petit peu. Donc, c'est sûr, certains, il faut communiquer avec du monde qui ont l'expérience. L'autre, c'est Kindness in Action, c'est avec un groupe de McGill que Dr. Véronique Benamou, Dr. Gérard McKee, puis qui ont parti de ces groupes-là, ils ont fait ça depuis 15 années. Donc, c'est pas quelque chose d'inventer ou quoi que ce soit. Donc, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Donc, c'est du monde qui ont l'expérience. Donc, si je vous recommande quelque chose, parlez-en. Vous pouvez toujours venir me voir, envoyez-moi un courriel, je vais vous conseiller où aller. Puis même à la faculté de médecine dentaire, il y a aussi Dr. Anne-Frédéric Chouinard, qui est maxillofacial, qui fait aussi des missions au Mexique, tout ça. Donc, il y a beaucoup de groupes. Je peux pas vraiment vous dire lequel est le meilleur. C'est pas l'intention de la capsule. En fait, vous recommandez qu'on aille regarder directement sur les sites Internet. Regardez sur les sites Internet puis avoir des bonnes références. Lisez que c'est quoi qu'ils font. Et si on a des questions très spécifiques, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, moi, je suis, comme je dis à tout le monde, je suis toujours, c'est sûr et certain que je vais peut-être pas répondre à second plan parce que je suis très occupé dans mes courriels. Des fois, ça prend quelques jours. Donc, il peut toujours m'envoyer, je peux laisser mon courriel à qui que ce soit pour répondre à ces questions-là. Parce que c'est très spécifique. Donc, ça dépend aussi qu'est-ce que vous attendez de la mission. Exactement. Moi, quand j'ai parti de la mission, je veux que les étudiants apprennent. Donc, on fait beaucoup de travail. Puis, on a parlé tantôt, Sandra, Lucie, puis Glenn, on parle de qualité. C'est sûr, certains, il y a beaucoup de dentistes aussi qui s'en vont là-bas pour un voyage, pour le fun. Mais moi, je veux toujours combiner le fun puis le travail.
Okay? Puis Tout à fait. vous savez l'expression work hard puis play harder, c'est ça qu'on fait. Okay? Donc, il faut qu'on travaille fort. On laisse, je fais la blague, mais les résidents, on laisse aucune racine derrière. Donc, on enlève tout. On n'a pas de radiographie, donc c'est pour ça que vous pensez outside the box. Vous travaillez, mais vous donnez la même qualité avec le peu que tu as. Donc, si tu peux faire un traitement de qualité avec le peu que tu as, c'est sûr, quand tu reviens dans la grande région de Montréal, Québec ou même dans le Grand Nord, tu vas être correct, tu vas être très confortable. C'est ça le but des missions que je veux, c'est non seulement ouvrir les horizons et c'est ça, non seulement donner, give back to society, mais aussi l'enseignement qui est important parce que vous allez voir des cas, parce qu'ici au Québec, oui, on a beaucoup de prévention. Tantôt, je parlais comme la prévention, il y a beaucoup d'éducation à faire, mais si ça, que ce soit dans le Grand Nord, Lucie va confirmer avec moi, ou dans les pays sous-développés, il y a des caries que tu vas pas ici à Montréal, puisque on a déjà fait de la prévention. Mais là-bas, tu vois des affaires que, what the hell, comme c'est dans des textbooks des années 50, mais là, tu l'as dans ces pays-là, ou même dans le Grand Nord que tu vois ces cas-là. Donc, pour côté expérience, puis j'attends, Lucie, aussi une invitation pour mes résidents, je veux toujours venir dans le Nord un jour. C'est sûr, certain, c'est quelque chose que je veux. Puis Sandra aussi, tu sais, comme des résidents vont être intéressés aussi à participer dans les techniques mobiles aussi. Moi, c'est ça que je veux éventuellement, collaborer avec beaucoup de personnes, puis ouvrir comme ce côté-là, comme redonner à la société. Donc, je sais pas si j'ai répondu, mais j'ai un petit peu dévié la question, mais communiquez avec moi pour savoir quel organisme, puis est-ce qu'ils ont des bonnes réputations ou pas, parce que des fois, tu as certains organismes qui sont là pour plutôt des voyages, vous savez, comme des types d'impôts, cette affaire-là. Je suis pas supposé dire ça, mais il y a beaucoup de monde qui font ça aussi. Mais c'est pas ça le but. Moi, quand je m'en vais à Mission Miniature, on est là pour aider. On traite environ comme 1000 cas, comme on a fait 1000 extractions en l'espace de 2 semaines. C'est comme, faites les calculs, puis quelques centaines de restaurations. Donc, c'est du travail. Vous allez travailler fort quand vous avez en mission humanitaire. Merci, Dr. Vu. Ça fait plaisir. Jérémy, est-ce que tu as une autre question? Oui, absolument. Donc, on a d'autres questions qui s'en viennent pour Dr. Verdon, mais avant, j'aurais une question pour Glenn, Dr. Oa. Vous avez parlé de votre implication et de des services pro bono que vous avez offerts donc pendant une période de votre carrière. Connaissant les gros investissements et les charges de fonctionnement d'une clinique dentaire, jusqu'à quel point est-il possible d'offrir des services pro bono aux gens vulnérables? Très bonne question, parce que si on prend le temps de voir combien ça coûte opérer une clinique dentaire, et qu'on regarde combien on doit facturer, on va être déprimé parce que les frais sont énormes. Juste pour un message qu'on envoie d'abord aux dentistes propriétaires qui étaient fermés pendant 3 mois durant le confinement. C'est quand il n'y a pas d'argent qui rentre, il y a juste de l'argent qui sort, c'est là qu'on réalise combien d'argent ça coûte pour opérer une clinique. Je pense que la manière que je l'ai faite, c'est j'ai juste pas regardé ces chiffres-là. Puis j'ai mis des conditions. Moi, j'ai dit, OK, les dents infectées, les dents qui sont finies, les gens qui vivent avec des infections pendant 10 ans, 15 ans, puis ils ont peur d'aller voir le dentiste parce que ils ont peur, ils savent même pas combien ça coûte une consultation, puis ils vivent avec cette infection-là. Je les acceptais à ma clinique, puis c'est ça, je regardais pas l'argent, puis je le faisais. J'enlevais les dents, mais ceci dit, si, admettons, vous êtes un dentiste à pourcentage et vous décidez le lendemain que vous allez proposer à votre boss qu'à partir de maintenant, vous allez faire des traitements gratuits à la clinique, ça pourrait être difficile. Fait que je pense que les conditions étaient bonnes pour moi pour le faire parce que j'étais propriétaire de ma clinique. Et ça faisait aussi un certain nombre d'années. C'était en 2016, fait que ça faisait 5 ans que j'avais la clinique ouverte déjà. Fait que c'était pas quand j'avais gradué que j'ai fait ça, c'est après avoir ouvert la clinique, 5 ans après, quand ça commence à être stable. C'est là que j'ai dit, c'est ça, j'ai dit, j'ai du lousse. Fait qu'avec le lousse, on va aider qui on peut, une personne à la fois. Voilà. Merci. Donc, vous y êtes allé par étapes, comme vous nous disiez tout à l'heure. Oui, puis pas trop regarder les chiffres parce que si on calcule trop avec les chiffres, on va être déçu. Merci beaucoup, Dr. Oa. Jérémy, je vois que c'est tout le temps dont nous disposions pour ce soir, puisqu'il est déjà 19h25. Si tu es d'accord, j'aimerais poser une dernière question à chacun de nos invités pour conclure. Absolument, absolument.
Ma dernière question sera pour vous, docteur Verdon, et en fin de compte pour tous nos invités ce soir. Quel serait votre meilleur conseil que vous donneriez à un futur ou à un jeune diplômé de la faculté de médecine vétérinaire? En quelques Dentaire. mots. Oh, excusez-moi, dentaire. J'allais vêtements vétérinaire la semaine prochaine, ça m'a mélangé, excusez-moi. Dentaire. Vous voulez que je reformule ma question avec vous? Donc, je ne sais pas si vous voulez que je commence. Oui, c'est bien. Aucun problème. Premièrement, à l'Université de Montréal, vous avez la chance d'avoir une très bonne formation. Donc, ça, c'est quelque chose que mettez pas en doute, là, la formation que vous avez reçue. Ensuite, c'est normal au début de se sentir perdu dans ce monde-là du marché du travail. Il y a autant de types de pratiques que de dentistes, je crois, au Québec. Surtout, gardez en arrière tout le temps vos valeurs, puis justement la raison pour laquelle vous êtes devenu dentiste. Et meilleur conseil, établissez une bonne relation avec votre patient et vous allez voir, là, le reste va suivre tout seul. Merci beaucoup, docteur Verdon. Docteur Oa, quel serait votre conseil que vous donnerez aux étudiants de médecine dentaire? D'accord. Donc, cette profession fait que vous allez être un professionnel de la santé, mais aussi un travailleur autonome. Fait que vous allez travailler au rythme que vous êtes capable, puis ça se peut que parfois, vous pouvez travailler 5 jours, 6 jours, 7 jours par semaine, puis il n'y a pas de limite. Il n'y a personne qui va fixer une limite pour vous. Fait que, un conseil très important pour vous serait de vous garder du temps tous les jours, au moins une journée par semaine pour vous-même, pour vous garder en santé et pour vous garder heureux. Si vous êtes quelque part et que vous n'êtes pas heureux là où vous travaillez, ben, vous êtes travailleur autonome, c'est vous qui décidez de comment vous allez faire ça. J'ai une collègue qui aimerait vous passer un message aussi, c'est que même si toutes les conditions sont bonnes et que vous pensez travailler toute votre vie dans ce domaine, ça se peut que la vie fait que vous ne pouviez pas. Parfois, on a des blessures. On a des blessures au poignet, au cou, à l'épaule. Fait que chaque jour que vous pouvez pratiquer, profitez-en, soyez heureux dans ce que vous faites, puis vous allez le faire le temps que vous pourriez le faire. Mais c'est une très belle profession. Mais il faut garder le temps pour vous-même aussi, pour vous garder en santé. Voilà. Merci beaucoup, docteur Roy. C'était très inspirant. Je suis totalement d'accord avec vous que quand on est travailleur autonome, on peut être vite absorbé par son métier, puis on peut en oublier le reste. Et donc, de savoir mettre un temps de pause et de choisir. Et puis, il n'y a que nous qui sommes maîtres de ce temps-là. Donc, merci beaucoup. Docteur Vu, quel serait votre message? Mon message, c'est si jamais vous voulez entreprendre quelque chose, faites-le pour des bonnes raisons. Pas pour une mode, un trend, pas pour impressionner quelqu'un, pas pour une photo sur Instagram ou pas pour des likes sur Facebook. Faites-le pour des bonnes raisons. Puis si vous voulez vraiment le faire, ben, je vais faire une blague, là. Strike first, strike hard, no mercy. Allez-y, faites-le. OK? C'est une affaire de Cobra Kai. All right? Pour rire un peu, là. Totalement. Merci, docteur Vu. Ça me fait plaisir. Docteur Papineau, quel serait votre message à vous? Mon message, ça serait, je pense que comme jeune étudiant, on sort de l'école avec des idéaux et beaucoup de connaissances et peu de pratiques. Et j'aurais envie de dire d'être à l'écoute de son patient. La réalité de chacun, il ne faut jamais sous-estimer chacun des patients. On ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas leur vie, leurs difficultés, leurs antécédents. Donc, je pense que de traiter avec le plus grand respect chacun des patients, moi, j'ai eu comme mot d'ordre toute ma carrière de dire que je me devais de donner 100% de moi-même à mes patients et de les traiter comme si c'était ma propre famille. Donc, que ça soit le grand chef ou mon voisin, ils ont le droit à la même qualité, au même respect. Et la même bienveillance aussi. Donc, j'ai envie de dire, ne pensez pas que vous savez tout. Et ça ne veut pas dire qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour le patient et le mieux pour lui dans son
cadre de référence. Chaque patient a le droit de décider qu'est-ce qui est le mieux pour lui, même si vous, comme professionnel, vous ne pensez pas que c'est le mieux pour lui. On ne peut pas juger. Chacun a le droit de décider qu'est-ce qui est le mieux pour lui, pour soi, du moment que c'est fait de façon éclairée. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dr Papineau. J'ai trouvé que vos 4 messages étaient très inspirants. J'espère que nos participants ont été aussi inspirés. Je voulais vous remercier, Dr Verdon, Dr Roy, Dr Bu et Dr Papineau, pour ces partages d'expériences, pour vous remercier aussi pour ce que vous redonnez pour la société. Je trouve ça extraordinaire et d'une générosité incroyable. J'espère que nos participants seront eux aussi inspirés et seront aussi généreux envers l'autre, respectueux, feront attention à eux-mêmes et apprendront beaucoup de l'autre. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je pense que Jérémy voulait dire un dernier petit mot pour clôturer notre événement. Absolument. Je voulais vous remercier tous et me joindre à la voix de Anne pour vous féliciter tous pour vos carrières inspirantes. Les commentaires de nos participants le témoignent. Vous êtes des personnes très engagées et beaucoup veulent suivre votre trace et espèrent atteindre des sommets comme vous l'avez fait aujourd'hui. Merci infiniment à vous tous d'avoir été parmi nous pour le premier rendez-vous inspirant. Merci Anne, merci à nos dentistes et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.